Je vais reprendre mon titre, qui est « Lorsque les troubles du comportement signent la mort sociale ». Et c'est un sujet qui m'a paru plutôt déroutant pour un colloque qui s'intitule « Penser ensemble les vulnérabilités dans le soin de fin de vie ». Car si le mot « mort » fait bien référence à la fin de vie, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, 21 septembre, jour mondial Alzheimer, la mort sociale n'apparaît pas à la fin de vie, mais bien au contraire, relativement tôt dans le développement de la maladie. La mort sociale est donc bien loin de la mort telle qu'on la définit dans la fin de vie, et bien loin de la mort telle qu'elle est définie par les équipes de soins palliatifs. La mort sociale apparaît donc tôt dans le décours de la maladie d'Alzheimer et des pathologies apparentées, et elle se manifeste en fait de différentes façons, toutes centrées sur la réduction, voire la disparition des interactions entre les patients et les autres, que ces autres soient l'aidant, l'entourage plus ou moins proche, ou encore les soignants dans leur globalité. Dans la relation spécifique patient-aidant, il s'agit rarement, du moins au début de la maladie, d'une disparition totale des interactions, mais plutôt d'une profonde modification de leur nature. Le ton de la voix change, le langage se simplifie, les informations complexes sont aménagées. La mort sociale commence à la maison. Bien sûr, vous m'argumenterez que ceci n'est qu'une adaptation aux difficultés cognitives multiples du patient, et ce d'autant que ces difficultés cognitives vont être évolutives dans le temps. Le patient a en effet des troubles de la mémoire épisodiques qui fait qu'il ne se rappelle plus ce que vous lui avez dit une heure avant ou ce qui s'est passé la veille. Des troubles de la mémoire de travail qui fait qu'une phrase complexe va être impossible à comprendre parce qu'il y aura trop de temps entre le début et la fin de la phrase. Le patient a des troubles du langage qui font que ses réponses sont imprécises avec des mots vides de sens comme truc, machin, qui vont rendre petit à petit incompréhensibles ses énoncés. Le dialogue ne peut plus alors réellement exister. Le patient a des troubles des fonctions exécutives qui ne lui permettent plus d'organiser, de décider, de choisir, même pour des choses simples comme « quel pull veux-tu mettre ?» Alors, on prend vite l'habitude de faire à sa place et de même plus poser la question. Le patient a aussi des troubles praxiques et gnosiques, c'est-à-dire des difficultés pour l'utilisation et la reconnaissance des objets, qui font même que des actions simples comme mettre le couvert deviennent extrêmement complexes pour un patient Alzheimer, quand il ne sait plus à quoi sert un couteau ou comment le différencier d'une fourchette. Là encore, petit à petit, on ne demande plus rien au patient, on n'interagit plus avec lui et il reste seul, isolé. Et que dire des troubles de la reconnaissance des personnes et des visages ? Cette mort sociale se traduit souvent chez l'aidant par un deuil anticipé, par le deuil de celui qui était le patient avant la maladie, ce qui, bien évidemment, va modifier profondément la relation aidant-patient. On observe ainsi une disparition de la relation du couple entre les conjoints, l'aidant devenant protecteur, décideur, maternant. On observe également la disparition de la relation parent-enfant, l'enfant devenant le père ou la mère de son parent Alzheimer, ce qui est bien évidemment douloureusement ressenti des deux côtés. Plus qu'une mort sociale, il s'agit là d'une mort familiale. Pour l'entourage plus ou moins proche, la mort sociale m'apparaît plus comme étant la conséquence de la stigmatisation engendrée par la maladie. Et c'est là, à mon sens, que les troubles du comportement, plus que les troubles cognitifs, prennent leur part. Les troubles du comportement sont un des trépieds de la maladie d'Alzheimer, au même titre que les troubles cognitifs et au même titre que la perte d'autonomie. La question est alors de savoir qu'est-ce qui transforme le comportement donné d'un patient en un trouble du comportement. Pourquoi l'aidant, l'entourage, les soignants sont-ils à ce moment-là troublés, gênés, perturbés par ce comportement ? Parce qu'ils n'en comprennent pas le sens ? Parce que le comportement dépasse ce que peut supporter l'entourage ? Parce que le comportement en lui-même est insupportable ? Parce que ce comportement dure trop longtemps ou se répète trop souvent ? Les troubles du comportement, qu'on appelle volontiers symptômes psychocomportementaux dans le contexte de la démence, sont variés et variables. Variés dans leur expression sémiologique, puisque l'on regroupe l'agitation, l'apathie, l'agressivité verbale ou physique, la déambulation, les hallucinations visuelles, les troubles du sommeil, les fugues, mais aussi l'anxiété et la dépression. Variables,
d'un patient à l'autre et d'un moment à l'autre de l'évolution de la maladie. Ainsi, l'apathie et le repli, souvent premiers symptômes de la maladie, puisqu'ils apparaissent environ 30 mois avant le diagnostic. La dépression, le développement d'idées paranoïaques sont également précoces et ne concourent bien évidemment pas à une vie sociale épanouie. Ces troubles du comportement sont également variables dans l'analyse pathologique qu'on en fait. Ainsi, déambuler à travers les hectares de sa ferme n'est pas ressenti de la même façon que tourner en rond sans interruption dans un appartement de 50 mètres carrés. Et pourtant, il s'agit bien du même comportement de déambulation. Ainsi, bien qu'extrêmement variés et variables, ces troubles du comportement partagent tous le fait d'être pourvoyeurs d'une mort sociale. Le patient apathique s'isole et refuse le contact. Le patient agité ou agressif fait fuir tout le monde. La mort sociale apparaît donc comme la résultante de différents éléments. Bien évidemment de la maladie elle-même et de son trépied sémiologique, troubles cognitifs, troubles psychocomportementaux, perte d'autonomie, mais aussi résultante de l'attitude des différents acteurs, que sont le patient lui-même, l'aidant, les soignants, ou encore l'attitude de la société en général. Attitude du patient, car je vous l'ai dit, le repli sur soi est souvent le premier signe de la maladie, repli souvent volontaire de la part du patient, qui est encore très conscient de ses difficultés cognitives, en particulier mnésiques et exécutives, au début de sa maladie, et qui prend l'habitude de se retirer peu à peu des discussions et des prises de décision, et préfère rester seul que de se confronter publiquement à ses difficultés. Attitude de l'aidant, qui lui va être confronté aux difficultés de gestion du quotidien, à la nécessité de prendre en charge progressivement les activités et les responsabilités qu'avait auparavant son patient, et qui, petit à petit, pour faire simple, va répondre à sa place, faire à sa place, et finalement préférer rester à la maison plutôt que d'affronter la survenue d'un trouble du comportement, toujours imprévisible, à l'extérieur, chez des amis, chez les enfants ou dans un lieu public. L'entre-soi à la maison devient alors le plus rassurant. Attitude des soignants qui n'ont pas toujours les clés pour comprendre tel ou tel comportement jugé pathologique. Il faudrait pour cela bien souvent connaître l'histoire personnelle ancienne du patient pour remettre les choses dans leur contexte. Ou qui, par souci d'efficacité et de rapidité, vont s'adresser systématiquement à l'aidant comme si le patient n'existait pas. Pire encore, l'attitude de certains soignants qui refusent de soigner ou qui sont incapables d'assurer les difficultés du soin chez des patients Alzheimer, que ce soit dans des contextes de pathologies graves comme le cancer, avec les problèmes éthiques qui peuvent être discutés, ou parfois dans le cadre de pathologies beaucoup plus banales, entre guillemets, comme des soins dentaires. J'ai un certain nombre de patients qui se font renvoyer de chez leur dentiste. Alors, j'ai perdu une feuille. Dernière attitude dont il faut parler, c'est l'attitude de la société qui, à l'heure actuelle, a une volonté de jeunisme, de réussite. Il faut cacher ce qui n'est pas dans le moule, et qui va retentir sur l'acceptation au quotidien de ses patients. J'ai l'épouse d'un patient qui me raconte régulièrement qu'on lui reproche de ne pas placer son patient. Mais pourquoi ne le placez-vous pas? Et la dernière anecdote qu'elle m'a rapportée, elle était au supermarché avec son mari, et donc elle avait posé les affaires sur le tapis roulant pour les payer, et son mari a consciencieusement remis les affaires, non pas dans le chariot, mais dans le chariot de la personne derrière. Et la personne derrière lui a dit « Mais madame, ces gens-là, on les garde à la maison. » Et c'était, pour nous qui sommes habitués à ces patients, un trouble du comportement qui était bien modéré. Donc il est clair qu'au niveau de la société, il faut pouvoir modifier cette image de la maladie si on veut essayer de jouer sur la mort sociale de ces patients. Cette mort sociale est donc le résultat de l'attitude des différents acteurs, patients, aidants, soignants, société. Et toutes ces différentes attitudes mises bout à bout peuvent avoir pour conséquence une négation de l'humanité et de la dignité du patient. On ne lui demande plus rien, on fait tout pour lui, on ne tient plus compte de ses envies, de ses désirs, on l'isole, on l'enferme à la maison dans certains cas. Et c'est bien évidemment, à mon sens,
le chemin qui peut mener à la maltraitance. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de la notion de stigmatisation engendrée par la maladie et qui est un des éléments de la mort sociale. Et je voudrais y rattacher plus précisément le problème de l'annonce diagnostique. Tout le monde est d'accord sur le fait que cette annonce diagnostique est fondamentale pour le patient, pour sa famille, en reconnaissant l'existence d'une maladie authentique. Non, le patient ne fait pas exprès d'embêter son aidant et en permettant d'adapter son langage, son comportement, ses gestes aux difficultés du patient. Mais cela veut aussi dire, comme je l'ai déjà dit, qu'on ne lui donne plus toute l'information. On filtre, on simplifie, au mieux on adapte, au pire on ampute, on censure, et ceci que l'on soit l'aidant ou le soignant. En mettant un nom, une étiquette, on stigmatise le patient et son entourage, et par là même, on change le regard sur le patient, et on contribue ainsi à sa mort sociale. Pour conclure, je redirai que la mort sociale n'est pas le terme de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mais elle est au contraire très précoce et dès les premiers stades de la maladie, parfois même avant le diagnostic, elle va commencer. Bien sûr, elle ne se traduit pas de la même façon au stade simple, entre guillemets, du repli de soi, où le patient est encore communicant, et bien évidemment au stade de l'agitation et de la déambulation, où le langage commence à faire défaut. La mort sociale apparaît comme quasi inéluctable à l'heure actuelle dans la prise en charge des patients. Il y a donc nécessité à l'aborder, à en parler avec le patient, sa famille, ses aidants, son entourage, dès le diagnostic de la maladie, pour essayer de la combattre. Cela passe bien entendu par une meilleure information, formation de la société, relayée par les médias, et ça je pense que c'est extrêmement important. Meilleure formation, information des soignants, qui dans leur globalité, toutes spécialités confondues, connaissent très mal la maladie. Et bien entendu, information, formation de l'aidant. Et l'aidant aidé est d'ailleurs le thème de la Journée mondiale 2009. Je vous remercie.